Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzianini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Je suis avec Raphaël Taïeb. Salut Raphaël. Salut. Je te remercie de prendre quelques minutes de ton temps dans un emploi du temps très chargé. Merci d'être venu me rejoindre. On est bien installé dans une petite salle à Nao Coworking à Lyon. Comment ça va ? Très bien. Et toi ? C'est la première fois qu'on se rencontre ? C'est la première fois qu'on se rencontre, effectivement. Alors moi, je te suis depuis quelques temps, hein, forcément, parce qu'il y a une actualité. Et donc j'ai suivi ton parcours et je suis très heureux de pouvoir t'avoir en face de moi, parce que dans la capsule de Talk, sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'objectif, c'est de rencontrer des sportifs et des cyclistes passionnés qui sont sur le vélo ou à côté, mais qui impactent et qui jouent un rôle dans le sport, et notamment le cyclisme d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de discuter avec toi. Mais avant tout, parce que peut-être que les gens qui écoutent se disent « Mais qui est Raphaël Taïeb ?» Sans doute. Voilà, est-ce que c'est un cycliste professionnel quel est son rôle dans ce sport-là ? Donc je vais laisser te présenter, et puis après on rentrera dans la discussion. Eh bien, j'ai 38 ans. Je vis à Lyon depuis une dizaine d'années, après avoir grandi en région parisienne. Pour commencer par peut-être le plus important, sans doute, je suis papa de 2 petits garçons, Noam et Ethan, qui ont effectivement 6 et 1 an. Je vais y venir aux sportifs. Mais effectivement, ça l'est. J'ai un parcours professionnel d'entrepreneur dans un autre domaine que le sport, dans le domaine de l'éducation et de l'édition. J'ai créé une entreprise de manuels scolaires il y a maintenant une quinzaine d'années, tout juste diplômé. Une boîte que j'ai développée ces 15 dernières années. Je ne sais pas si tu voudras qu'on y revienne plus en détail après, mais je viens ensuite aux sportifs. Je suis un grand passionné de vélo depuis que je suis tout jeune. C'est mon sport de cœur, comme toi et sans doute comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Depuis que je suis vraiment enfant. J'ai commencé la compétition sur le tard pour diverses raisons qu'on pourra sans doute évoquer, mais donc mon premier dossard, j'ai dû le mettre à 25 ans. Et ce qui m'a permis en fait de progresser sportivement tard, jusqu'à très récemment, puisque jusqu'à l'an dernier, enfin les 2 dernières saisons, j'ai atteint mon meilleur niveau sportif en faisant de belles places sur des grandes cyclosportifs comme l'Étape du Tour ou la Marmotte, et en étant champion de France Master de contre-la-montre. Depuis 1 an, j'avoue que j'ai un peu levé le pied, un peu beaucoup même, si on va voir mon Strava, ça se voit. Et en ce qui concerne le vélo par ailleurs, j'ai voulu, il y a 3-4 ans, reprendre un club. On va en parler, en l'occurrence le club de la ville de Corba, avec l'ambition d'abord de m'essayer à la gestion de structures sportives, et puis d'essayer de tester des idées que j'avais depuis un certain temps sur la façon dont peut fonctionner un club de vélo et pourquoi pas un jour une équipe professionnelle. Et des idées différentes de ce qui se fait jusqu'à présent. Voilà. Donc c'est un peu mon ADN d'innover. C'est ce que j'ai fait avec les manuels scolaires pendant les 15 dernières années. Encore une fois, je ne suis pas sûr que le sujet soit à l'ordre du jour, mais en très synthétique, les manuels concrets sont évidemment des manuels innovants. On a mis le curseur de façon assez prononcée sur le numérique, face à des concurrents, Belin, Nathan, Magnard, que tout le monde connaît, qui sont là depuis des décennies, voire des siècles. Oui, c'est ce que Belin, c'est fin du XVIIIe siècle, et Hachette, 19e. Donc c'est des marques centenaires, et donc c'est des marques qui ont moins d'affinité avec le numérique, qui s'y mettent, mais qui mettent du temps. Nous, on a été beaucoup plus rapide là-dessus. Donc voilà, on a innové dans les manuels scolaires, et depuis 3 ans, j'essaye d'innover dans le monde des équipes de vélo. Voilà, c'est très intéressant, très belle introduction. J'avais déjà beaucoup de questions, mais là j'en ai encore plus. On va rembobiner un petit peu le parcours. Donc premier dossard à 25 ans. Tu as fait des études qui t'ont amené justement à te lancer dans le métier d'entrepreneur et donc d'impacter, là en l'occurrence, les manuels scolaires. Mais ce qui veut dire que jeune, Raphaël, c'était déjà un cycliste avec ses copains, ses amis, ils allaient faire des sorties. Tu jouais au foot, t'étais sportif jeune ? Alors,
Oui et non, c'est-à-dire que j'étais sportif dans le sens de ce que tu décris, c'est-à-dire oui, je faisais du vélo avec mes copains depuis... moi j'ai le souvenir du premier vélo vraiment dont je garde un souvenir précis, je dois avoir l'âge de 6-7 ans, c'est un VTT, et j'ai le souvenir de faire la course dans la rue avec mon frère, mon voisin, 2-3 copains, et en fait de me rendre compte très jeune et sans grands efforts que je vais plus vite. Et en fait, l'enfant que j'étais, évidemment, a trouvé ça très gratifiant. et donc, je me suis pris au jeu et évidemment, j'en ai fait beaucoup. On avait une côte, moi j'ai grandi à Athis-Mons, dans le 91, à côté de l'aéroport d'Orly. On avait une côte un peu emblématique à côté de chez moi qui s'appelle la côte d'Avocourt. C'est un bout droit à 8-9% de 300 mètres, rien de fou. Mais à l'époque, c'était l'Alpe d'Huez. C'était vraiment l'Alpe d'Huez. Et je l'ai monté probablement des centaines de fois. Et donc voilà, cette sensation d'aller plus vite, de prendre du plaisir, d'être performant. Et les souvenirs que j'ai ensuite, c'est des raids un peu fous à l'âge de 11, 12, 13 ans avec des copains. On partait d'Athis-Mons, on allait jusqu'à Fontainebleau, donc pour ceux qui voient un peu, c'était déjà des raids aller-retour, on devait faire 100 bornes, quoi. Et on partait avec des gros VTT à l'arrache complet. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas de portable. Enfin, quand j'y repense, je me dis, mes parents sont fous de m'avoir laissé partir. Voilà. J'avais une discussion avec ma compagne ce week-end où on disait, mais attends, tu te rends compte, nous on partait effectivement le matin en se disant, ce soir. Ouais. Et on ne savait pas où on était de la journée, en fait. C'est impensable aujourd'hui, quoi. Où on met des badges un peu partout, justement, pour géolocaliser, pour savoir, pour sécuriser tout ça. Mais alors, pourquoi un dossard à 25 ans ? Il s'est passé quoi entre la période que tu décris et le premier dossard à 25 ans ? Qui t'a amené ou une communauté ou une rencontre à mettre un premier dossard à 25 ans ? Et pour être en plus derrière, quelques années plus tard, champion de France Master chrono. Tu vois, pourquoi 25 ans premier dossard ? C'est un hasard, c'est un pari. En fait, la question, c'est pourquoi pas avant ? Pourquoi pas avant ? Parce qu'en fait, le goût de la compétition, le sens de la compétition, l'esprit de compétition, comme on dit, c'est un truc que j'ai ancré en moi depuis très longtemps. Comme je te le dis, les souvenirs de vélo que j'ai, c'est des souvenirs de performance. Bien sûr, des souvenirs de plaisir, mais aussi des souvenirs de performance. Tu regardais les étapes du Tour jeune ? Tu regardais à la télé ? Le premier tour dont j'ai un souvenir, c'est celui que gagne Björn Uris. Donc ça doit être 96, si je dis pas de bêtises. Probablement. Et donc j'avais un peu moins de 10 ans. Et pourquoi pas avant de Dossard ? En fait, je me suis rapproché d'un club de vélo quand j'avais à peu près 12-13 ans, le club de Chilly-Mazarin, qui était un UFOLEP. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai grandi dans un environnement social qui n'est pas un environnement défavorisé, mais qui est loin d'être un environnement favorisé. J'étais dans une banlieue très moyenne, c'était pas les pires banlieues de la région parisienne, mais c'était quand même pas incroyable. Et dans ma famille, on va dire, c'est classe moyenne moins, quoi. Et écoute, c'était pas le sujet d'acheter un vélo de course dans ce foyer familial, avec ce que ça représentait en investissement, même si les prix étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais déjà. Et donc, j'avais pas de vélo, en fait. J'avais pas de vélo de course. Et c'est le club qui m'a prêté un vélo. Et malheureusement, le vélo était dans un état lamentable. C'était des vitesses au cadre. C'était très compliqué de prendre du plaisir. Et ça m'a un peu dégoûté. Je pense que j'ai eu une réaction un peu d'injustice et de dégoût aussi, en me disant mais non, moi je veux faire de la perf, je suis compétiteur, je peux pas faire ça avec un vélo. Donc j'ai fait une forme de vitesse au cadre, c'est vrai que c'est retour en arrière. Après on était en 2000, donc c'était pas encore les DI2 et compagnie, ça devait être l'année 2000, 13 ans, 99, ouais. Mais il y avait déjà les vitesses. Moi, à ce moment-là, j'étais en élite et oui, il y y avait déjà des beaux vélos. C'était l'année des roues Spinergie avec les lamelles en carbone. Voilà. Donc bon, ça m'a un peu éloigné de ça. J'ai fait un rejet pendant plusieurs années. À la même période, j'ai commencé à travailler. Alors, ça paraît dingue parce qu'à 13 ans, normalement, on n'est pas censé travailler. Mais je travaillais, on va dire, pour aider mon père qui était commerçant. Donc, j'allais à la boutique pendant les vacances scolaires, etc. Il y avait déjà la fibre entrepreneur qui était là. Ouais, alors ça, pour le coup, je ne sais pas si c'est un choix. mais bref, le fait est qu'aujourd'hui, je trouve que ça a été une super éducation. Et donc, j'ai gagné ma vie, pour ainsi dire, et mon argent de poche très jeune.
Alors, c'était pas des 1000 et des 100, mais c'était de l'argent de poche. Ouais, mais c'est la notion, ouais. le rapport. Et je me souviens qu'après le bac, cet été-là, après le bac, j'ai travaillé tout l'été chez un fournisseur de mon père qui était dans la photo. Mon père est dans la photo. Et donc là, j'ai eu une vraie paye, on va dire, voilà, qui ressemblait à quelque chose. Et j'ai pu me payer moi-même mon premier vélo de course, un Lapierre. Je ne me rappelle plus de la ref, mais un Lapierre qui était sympa. Et donc, je me souviens d'avoir fait sur la fin de l'été des raids dans les Alpes, etc., grimper l'école, me chronométrer, tout seul. Il n'y avait pas ce travail à l'époque. Et ensuite, je suis allé en prépa. Donc après cet été, j'ai atterri en prépa, ce qui évidemment m'a éloigné de toutes mes passions, que ce soit le vélo ou la musique. C'est pour ça que 25 ans, t'es en plein... En fait, 25 ans, je sors d'école. Voilà. J'ai créé ma boîte. Alors, elle est loin d'être un succès encore. Hein. C'est encore très, très, très early stage. Oui, mais ça nécessite du temps. Enfin, ça nécessite beaucoup de temps. Ouais, une phase de lancement d'une structure... comme celle que tu as lancée, ça nécessite énormément d'investissement. Je ne parle pas de finances, je parle d'investissement de temps et en termes d'énergie, en termes d'engagement, en termes de temps. Et d'aller chercher un dossard à cette période-là de ta vie, ça reste atypique, tu vois. Ouais. D'habitude, certains font une pause, l'ont fait avant, oui. mettent toute leur énergie dans cette période-là, et puis 5-10 ans plus tard, une fois que c'est lancé, ils se disent allez. Il faut que je reprécise. J'ai mis un dossard, mais pendant très longtemps... tu pédalais. Alors, je pédalais et puis je faisais des cyclosportives, quoi. Et je faisais des cyclosportives l'été. C'est-à-dire qu'en gros, je rallumais le moteur quand il commençait à faire beau en mai. J'arrivais à être à peu près en forme en juillet. Et puis là, j'alignais quelques cyclosportives et pendant 2-3 ans, ça a été ça. Hein. Donc voilà, c'est ces dossards dont on parle. Donc c'est pas des dossards qui m'ont demandé le même investissement que j'ai eu les 3 dernières années où vraiment j'ai bouffé du vélo 20 heures par semaine. Donc ça a commencé comme ça et je pense voilà, ta question c'était pourquoi et donc je vais conclure en répondant. Je pense que à ce moment, j'ai acquis une forme d'indépendance. J'ai eu mon diplôme, j'ai pris mon premier appartement en location. Je sortais des études de ce cycle un peu structuré, machin, etc. Et je commençais à construire ma vie. Et en fait, je voulais que le vélo soit dans ma vie. Alors c'est super intéressant. Donc, on va creuser la suite où le vélo va vraiment être au centre, en tout cas côte à côte de tes activités. Et est-ce que, maintenant que tu m'expliques un petit peu l'histoire et je sais, tu viens de me dire dans quelle branche l'activité professionnelle de ton papa, je me dis, est-ce que ça... Parce qu'il a dû lui aussi, de par son métier dans la photo, faire une transformation vers le digital. Absolument. Et est-ce que ça a impacté les manuels scolaires? Parce que là, tu es full digital. Donc, est-ce que ça a impacté? Tu vois ce que je veux dire dans l'esprit? Est-ce que ça a impacté ma vision, mon envie de... Ouais. Alors, juste pour rectifier, on n'est pas full digital. On fait aussi des livres papier. On fait les deux. Parce qu'on évolue dans un monde, l'éducation, les écoles, qui, pour plein de raisons, déjà prennent du temps. Et puis, pour plein de raisons, et à vrai dire, j'en suis moi-même aussi assez convaincu maintenant que j'ai des enfants, voient encore un avenir au papier, donc plutôt une coexistence entre le papier et le numérique. Donc voilà, parenthèse refermée. Mais effectivement, j'ai vu mon père se saisir du sujet du digital très très tôt. Dès les années 95-16, où effectivement ça a été une période d'hécatombe pour les labos photos. Et lui, je l'ai vu très très tôt s'acheter son premier Mac, je crois que c'était un G4, les espèces de méga trucs là, pour pouvoir faire de la photo, retoucher des photos, etc. Moi je l'ai vu sur Photoshop, je te dis c'était les années 95, 16, 17, il était déjà sur Photoshop à retoucher des photos pour les clients. Il n'a pas subi en fait, il a accompagné. Il a investi dans un traceur Epson pour sortir des grands formats pour des artistes ou même des particuliers ou des institutionnels. Enfin, il a pris le tournant et encore aujourd'hui, bon, il a 68 ans, il serait temps qu'il prenne sa retraite, mais il veut pas la prendre et il continue et son labo marche toujours en fait. Donc c'est sûr que oui, ça m'a marqué ce côté on se laisse pas abattre. Ouais, voilà, ce côté anticiper, être un peu visionnaire, voir ce qu'il veut, imaginer en tout cas ce qui va se passer dans 5, 10 ans, 15 ans et justement prendre ce virage-là. Voilà, je voulais juste creuser un petit peu cet état d'esprit. Et puis, donc, tu nous expliques donc, comment tu es arrivé à cette frustration du vélo avec ce changement de vitesse au cadre, à faire des cyclos, à vouloir avoir cet esprit de compétition, à te chronométrer. Ouais. Et comment on arrive au titre
2 champions de France Master, on y arrive sur une première participation, en chrono, je précise. Ouais. On y arrive sur plusieurs participations, ce qui est une spécialité du club, parce que je crois que vous avez un autre champion de France également en chrono dans le club. Le vrai. Le vrai, voilà. mais comment c'est quoi qui t'anime? C'est la vitesse? C'est la lutte contre le temps? C'est les marginal gain, c'est ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'aller chercher la performance. Qu'est-ce qui t'anime à travers le vélo quand tu arrives à cette période de ton histoire entre 25 ans et Master? Parce que Master, je crois que c'est 35 ans. Après 30 ans. 30 ans, ouais. Après 30 ans. C'est très jeune quand même, 30 ans. Mais ouais. Et voilà, qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là? Alors, il y a des fouloirs aussi, tu vois, parce que alors pression probablement. Il y a plusieurs questions. Donc, sur la partie chrono, moi, ceux qui nous entendent ne me voient pas, donc se rendent pas compte, mais moi, j'ai pas un profil de coureur de contre-la-montre. C'est plutôt un grimpeur. T'as plutôt un profil de grimpeur, voilà, effectivement. Je fais 1m76. À l'époque, j'ai pris quelques kilos, mais à l'époque, quand j'étais en forme, je faisais à peine plus de 60 kilos, quelques grammes de plus, quoi. Donc, oui, et naturellement, ça c'est une chance que j'ai, et probablement ça explique plein de choses dans mes affinités avec ce sport, mais j'ai jamais eu besoin de faire de gros efforts pour être fin. Et donc, j'ai pas du tout le profil d'un rouleur de contre-la-montre physique. Par contre, je crois que j'ai le profil mental d'un coureur de contre-la-montre depuis le début. Ce qui fait que, si je rembobine 25 ans, cyclosportif, machin, et assez vite, je me retrouve licencié au club de Corbeil-Essonnes, qui à l'époque était en DN3, et qui a très longtemps été grand club. Moi, j'ai un connu grand Corbeil, club de la région parisienne. Club, avec les frères Chignoli, qui d'ailleurs ont eu des records. Chignoli a eu un record de contre-la-montre amateur, parce que moi, il m'avait donné quelques conseils. Pour la petite anecdote, quand j'avais voulu tenter un record de l'heure où j'avais échoué pour 11 secondes, ça m'a marqué à Grenoble, sur la piste de Grenoble-les-Bains, qui était défoncée d'ailleurs. Et oui, Corbeil-Essonnes, grand club. Et c'était quand ça? 2000. Tu te rends compte avec tout ce qu'on a appris maintenant sur les pneus, sur les machins, tes 11 secondes, je l'ai encore dans un coin de la tête, je te le dis. Ça m'a, tu vois. Mais c'est déjà remarquable. Et donc je me suis retrouvé assez vite licencié au club de Corbeil, d'abord en départemental. J'ai gagné une course dès ma première saison, je suis monté en 3e KT, j'ai gagné, je suis monté. Arrivé en 2e, j'ai pu faire des premières courses par étapes, donc j'avais, 26, 27, 28 ans, et dont un chrono sur les boucles du Val d'Oise, et déjà là, j'étais pas ridicule. Et en fait, ça m'avait marqué. Parce que le club m'avait prêté un vélo de chrono, pour le coup tout à fait honnête. Et je me suis senti tout de suite bien sur ce vélo, et je me suis rendu compte que j'aimais les sensations, la sensation de vitesse, la sensation presque de voler, parce que cette position qu'on a quand on a la tête devant, comme ça, on a la tête en avant, on voit à peine ses mains, et on a l'impression d'une vision panoramique. Position qui a énormément évolué aussi en 5-10 ans. Ouais, la position, moi je me souviens d'Evans, Cadel Evans, qui gagne, l'année où il gagne son Tour de France, où il a quasiment les mains avant sur le moyeu, enfin sur l'axe de la roue avant, tellement il est penché en avant. Et tu prends aujourd'hui les grands, ceux qui font des grandes performances, ils sont quand même très très hauts. Tu vois, le poste de pilotage a été énormément relevé, donc la position a énormément évolué. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Donc cette sensation absolument grisante, et au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup dans le contre-la-montre, c'est le fait qu'il y a peu, voire pas d'aléas dans cette pratique. Et moi, je suis quelqu'un qui suis toujours très à rechercher la vérité aux questions que je me pose. Et quand tu te poses la question de savoir à quel point tu es ou pas performant, te mesurer au chrono, c'est un révélateur terrible. Parce qu'en fait, dans une course en ligne, il y a toujours l'aléa de « Ah, j'ai pas pu prendre la bonne échappée, j'étais mal placé, et puis je sais pas quoi, et puis il y a eu du vent, et j'étais pas dans le bon éventail, et puis blablabla. » Et des fois, le plus fort ne gagne pas. Ce qui fait la beauté du sport cycliste. Là, tu es seul face au chrono. Tu es seul, donc, c'est la vérité, quoi. Il y a un côté hyper révélateur de cette épreuve. Et moi, depuis que je suis tout jeune et que je fais du vélo, mon obsession, c'est de progresser. Et donc, en fait, il y a un truc qui est génial dans le chrono,
c'est que tu te vois progresser, parce que tu peux tout mesurer. Tu peux mesurer tes watts, tu peux mesurer tes temps sur des parcours donnés, parce que des chronos, on a un calendrier de chronos qui se répète chaque année. Donc j'ai fait plusieurs fois les mêmes chronos, à Paladru, à Culose, à machin, etc. Exact. Et donc j'ai pu me voir, tu peux te comparer, etc. Et puis tu peux te comparer aux autres, parce que tu te rends compte, c'est quand même dingue que tu te retrouves toujours à plus ou moins 5 secondes des mêmes à chaque fois. Et tu te dis, mais merde, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est incroyable. Et je trouve que ce truc-là de pouvoir mesurer hyper objectivement sa performance et d'avoir un retour réel sur ton niveau de forme et sur ce que tu vaux, c'est probablement ce que je recherche le plus dans le chrono. Et enfin, il y a le côté mental, ce truc de supporter la souffrance. Je pense qu'il faut avoir fait un chrono dans sa vie pour se rendre compte de ce dont on parle. En fait, le chrono qui dure... Ouais, le faire à bloc, bien sûr. Un chrono, oui, c'est vrai que je dis bien sûr, mais il y en a qui ne le font pas à bloc, mais un chrono qui dure, admettons, 30 minutes, en fait, tu as 30 secondes d'état de grâce où tu as l'impression que tu vas voler, que tu vas péter tous les records, et puis ensuite, tu as 29 minutes 30 où tu souffres. C'est ça. Et en fait, ce truc-là, il y a un rapport étrange, on va le dire, on va être honnête, à la douleur, que moi, que je vois, que je perçois dans ma vie, y compris ma façon de bosser, y compris ma façon de développer mes projets. En fait, j'ai besoin de sentir la difficulté, l'effort, voire la douleur, pour me dire que le travail que je produis, le travail que je fais, a une utilité et productif, en fait. Va payer, voilà. Donc c'est vrai que je pousse l'effort toujours très très loin, y compris dans les boîtes que je développe, avec les équipes avec lesquelles je travaille. Et c'est particulier. Alors ça produit des résultats, par exemple la boîte que j'ai développée depuis 15 ans, qui est aujourd'hui une PME d'une centaine de personnes, qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est pas facile. Mais voilà, c'est comme ça, moi c'est mon logiciel. Et donc l'effort du chrono, ce côté aller se confronter à sa capacité à résister, se challenger mentalement, parce que je me rends compte que ces années où j'étais à fond, notamment dans le chrono, en fait, ça avait plein d'impacts positifs dans ma vie, parce qu'en fait... tu t'entraînes ton cerveau, en fait. Oui. Puis ça donne beaucoup de confiance, de maîtrise aussi, parce qu'il faut maîtriser les paramètres, ce qui veut dire que tu es très data. Ouais, très data. Ouais. Très data, ce qui veut dire que est-ce que tu as poussé jusqu'à études en soufflerie pour le casque, le textile Alors, je suis très data, mais je ne suis pas non plus geek comme il en existe. J'ai côtoyé Laurent Derain, par exemple, qui a été lui-même champion de France Master, même champion du monde pendant plusieurs années, qui aussi a tenté le record de l'heure, et malheureusement, lui aussi, ça s'est pas passé, et qui a été au club cette dernière année. Laurent, lui, c'est un vrai geek de la data. D'ailleurs, si un jour tu veux faire un truc sur les data, le chrono, etc., je pense que ça serait hyper intéressant que tu puisses lui parler. Voilà, il y en a qui sont des vrais geeks. Moi, je suis data, mais j'ai toujours gardé la tête sur les épaules sur le fait que oui, je fais des performances, oui, je suis champion de France Master, mais je suis personne non plus. Je ne prétends pas passer pro, je ne prétends pas gagner je ne sais quelle course hyper prestigieuse, machin. Donc je ne vais pas non plus passer 20 heures par semaine à analyser mes datas. Tu vois, je le fais modérément. Ce que tu fais te permettre juste de t'épanouir et d'être heureux de ce que tu fais sans aller au-delà. Mais par contre, j'ai fait des tests, je me suis amusé à comparer des casques sur des segments pour voir lequel me faisait gagner quelques watts, machin. Ça, je l'ai fait. Acheter le... Ah oui, alors il y a ça aussi, le vélo, c'est que le vélo de chrono... Tu peux pas tester, comme tu dis, il faut acheter. Et puis après, et on va être honnête, c'est un sport qui coûte cher, le contre-la-montre. Mais voilà, je me suis vachement documenté sur le matériel, sur les textiles, et sur chaussures, les roues, les chaînes, les machins, les trucs, donc je l'ai fait. Et j'y ai pris du plaisir. Je pense que le côté sport mécanique... Puis ça fait rêver, ça fait rêver. Le beau matos, c'est vrai que là, tu arrives sur du matos de... Quand tu fais du chrono, tu es vraiment sur du très beau matos. Moi, je vois les triathlètes qui sont hyper pointus aussi sur le matériel. Ils ont c'est des vélos, mais c'est des avions, quoi. Quand tu vois les vélos, tu te dis, mais tu dois rouler à 40 sans forcer, tu vois ce que je veux dire. Ça avance pas tout seul, mais tu vois, quand même des beaux bolides, quoi. Ouais, bien sûr. Mais pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, en fait, moi, jusqu'à très récemment, jusqu'à mon premier et deuxième titre de champion de France, je ne m'autorisais à investir dans du matériel onéreux qu'à condition que j'étais à la hauteur physiquement.
C'est-à-dire Oui, que parce qu'il faut aussi l'emmener, tu as raison. Parce que j'avais un deal avec moi-même, Ouais. c'est en gros, tu te payes ta roue carbone à je sais pas combien, à condition que tu gagnes telle course, machin, ou que tu... Parce que c'est ce que je te disais un peu sur les datas aussi, voilà, c'est que je suis pas non plus un illuminé, quoi, je vais pas me... Oui, c'est raisonné. C'est raisonné. En fait, ouais, c'est raisonné et on va dire que j'accompagnais mes investissements dans le matériel, dans les datas, dans le temps que j'y mettais, dans l'entraînement, je le conditionnais à des résultats tangibles. En gros, si ça n'avait rien donné, si j'étais à l'arrêt, si je finissais 48e de chaque chrono du week-end, je ne me serais pas ce que investi tu veux autant dire, dans ce c'est que sport. tu ne te voyais pas rouler sur un bolide, comme on parlait, Ouais. comme j'évoquais à l'instant, sans avoir la condition physique qui était capable Exactement. d'honorer, on va dire, ce bolide. Tu vois. Exactement. Et quand tu vois je ne veux pas parler de performance, mais quand tu vois le matériel utilisé par les professionnels, Ouais. est-ce que ça te fait rêver? Par Bien contre, sûr. Quand tu vois les vélos, tu vois, je pense que le vélo de Ghana, moi le vélo de Ghana, le Pinarello, il est juste oufissime. Oui. C'est vrai que le matériel a énormément évolué. Est-ce que ce matériel-là, est-ce que tu fais un transfert sur la route? Est-ce que ton vélo de route est aussi performant que peut l'être ton vélo de chrono, ou est-ce que tu es vraiment focus sur le chrono? Non, tu prends du plaisir? c'est un beau vélo de route performant, un des modèles, et je sais pas si on a le droit de faire de la pub dans cette émission, mais J'ai pas de partenaire sur ça, donc tu peux y aller. depuis maintenant 3-4 ans, je roule sur un SL7, donc qui a été pendant longtemps probablement le vélo le plus performant. Donc non, parce que j'ai fait aussi beaucoup de routes, hein. On parle de chrono, mais j'ai fait énormément de routes parce que à un moment, moi en tout cas, mon corps fonctionne comme ça, j'ai besoin d'aligner les bornes pour marcher. Donc c'est pas parce que les chronos font 30 minutes que je peux faire que des entraînements de 30 minutes ou d'une heure et marcher. Moi j'ai besoin de bouffer des bornes. Qui est aussi un entraînement spécifique, hein. Le chrono demande Absolument. un entraînement très spécifique. Mais j'ai toujours pensé et vérifié, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il y avait beaucoup de points communs entre travailler le chrono et monter l'école plus vite. Et donc il se trouve que ma deuxième grande appétence et ma deuxième grande zone de performance, c'est la montagne. Donc j'ai fait 15e à l'étape du Tour, 18e à la Marmotte et 15e autres. 15e à l'étape du Tour, là, ça classe quand même une performance. Quoi. Ouais, bon, c'est bon. Je pense que c'était quand, cette année ou... C'était l'année dernière. Attends. Ouais, donc c'est récent. 2023. C'était 2023, ouais. Mais 15e à l'étape du Tour. Ouais, là, ça met quand même un gros niveau, quand même. Ouais, bah oui, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté parce que je pense que je le referai jamais. ça me paraît. L'investissement que j'y ai mis pour y arriver est énorme. Je sais pas si je le remettrai un jour, mais et puis chaque année le niveau augmente. Donc si toi tu progresses pas, tu recules en classement. C'est un objectif pour toi, l'étape du Tour? C'est un objectif parce que encore une fois, c'est un étalon. C'est-à-dire que je me disais, tu vois, tu fais, je sais pas, je crois que j'ai fait des places honorables sur des élites. Comment il s'appelait ce tour? Une course par étape. Saône-et-Loire, exactement. J'ai fait le Saône-et-Loire. J'ai fait 4 fois le Saône-et-Loire. Il y a 2-3 ans avec des places honorables, mais en fait, et probablement, peut-être même que physiquement, c'était des perfs encore plus, physiquement, je veux dire, encore plus importantes pour moi. Mais en fait, ça parle à personne, ça parle à rien. C'est pas un étalon, tu vois, qui connaît le Tour de Saône-et-Loire. Et puis toi-même, tu sais pas si les parcours changent. Enfin, le circuit de Saône-et-Loire avec la côte du Chon qui est juste de paix, qui est vraiment à 18%. Où là, si t'as pas les compétences de grimpeur, d'ailleurs, cette course qui a été à un moment donné arrêtée pour des raisons financières, a toujours. Moi, quand je l'ai fait, j'ai fait avec Vinokourov, par exemple, tu vois. Et Vinokourov a gagné 3 ou 4 étapes sur les 5. Enfin, tu vois. Et il y avait un passage à 18%. Il fallait, si t'es pas grimpeur sur ce circuit-là, c'est assez compliqué. Mais la 15e à l'étape du Tour, ce qui veut dire que... En fait, l'étape du Tour, je l'ai faite 4 fois. Et mon étalon, c'était mon ranking. Parce que j'ai mesuré, en fait, à force de faire des cyclos, j'en ai fait quand même énormément, à force de faire des cyclos, je me suis rendu compte que si tu prends un parcours de montagne, je ne parle pas des parcours accidentés ou plats, les vrais parcours de montagne, en fait, tu peux prendre le quota de temps que tu mets par rapport au premier. Par exemple, tu vas mettre 5% de temps en plus que le premier. En fait, cette métrique-là, c'est un indicateur de performance. Et donc, à chaque fois, quand je finissais une cyclo, c'est l'indicateur que je regardais. À combien de pourcents de temps je suis du premier? Encore une fois, ça marche sur les cyclos de montagne. Et j'en ai gagné des cyclos. Est-ce que j'ai gagné un grand parcours? Je suis pas sûr. J'ai gagné des petits parcours. Le petit parcours de la Vaujanie, le petit parcours de la Marmotte à l'époque, qui arrive à l'Alpe d'Huez. Et donc, je mesurais ça. Et en fait, sur l'étape du Tour, je l'ai faite, je crois, 4 fois, il me semble. Et les 4 fois, à chaque fois, je regardais cet indicateur et je regardais mon ranking parce qu'il y a tellement de participants. Ouais, mais ça... En fait, mathématiquement, ton ranking est une note de performance. Et donc,
je crois qu'en 4 fois, je suis passé de plus ou moins la 100e place à la 15e place. Et à chaque fois, je progressais. Donc ça veut dire que ça confirme que tu es quand même très data, mais tu as aussi des compétences. Parce que, je veux dire, c'est quand même très polyvalent. Parce que pour être performant en montagne avec des vraies compétences de grimpeur, parce que là, on parle pas juste de passer les bosses correctement. Non, là, c'est 5000 mètres de dénivelé. Là, il faut avoir vraiment j'irais presque les fibres musculaires de grimpeur. Est-ce qu'encore... l'effort peut être comparable, hein. C'est vrai, résister à la souffrance, c'est vrai que là, je te rejoins, ça peut être comparable. Et puis c'est du seuil, c'est du travail au seuil. C'est du travail au seuil, et en même temps être capable d'emmener un gros braquet, de l'emmener très longtemps. Ouais. Là, ça nécessite un travail encore différent, quoi. C'est là où c'est différent. Sur la gestion des braquets, c'est différent, et c'est probablement ce qui m'a un peu frustré. C'est si j'avais continué, c'est probablement un truc que j'aurais essayé de découpler. C'est que les saisons, ces fameuses saisons 22-23 où j'ai fait beaucoup de vélo et j'ai pu faire ces résultats. En fait, j'ai toujours dû coupler, parce que j'avais ces deux objectifs, la montagne et le chrono, sur des périodes similaires. Et notamment, j'ai fait plusieurs fois le championnat de France élite de chrono. J'étais jamais en pic de forme, en fait. Parce qu'au même moment, il y avait l'étape du Tour, la marmotte, le machin. Donc le travail était différent. Et le championnat de France Master, il arrivait toujours fin juillet. J'arrivais un peu à rebasculer sur du chrono. Et donc c'est un peu une frustration que j'avais, parce que je pense que si j'avais fait que de la montagne pour la montagne, j'aurais pu aller chercher encore mieux. Et que si j'avais fait que du chrono pour préparer un France élite, j'aurais pu faire encore mieux. Donc voilà, après, franchement, je ne regrette pas. Non, c'est super intéressant, mais avant qu'on ferme ce volet-là, quand tu nous expliques ton parcours et quand on voit tes compétences, et je pense que tous les auditrices et auditeurs seront d'accord avec moi, est-ce qu'à un moment donné, dans ta tête, alors je pense pas, parce que c'est pas ça qui te nourrit, et puis aujourd'hui, tu es bien dans tes baskets, il y a une réussite professionnelle, une réussite sportive, mais est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, si j'avais commencé plus tôt, tu vois ce que je veux dire? Si j'avais commencé plus tôt, peut-être que... On va être honnête, en 2021... parce que quand 2021, on fait 15e à l'étape du Tour, voilà quoi, tu vois. Ouais, en fait, en 2021, quand je me dis, allez, je vais consacrer quelques années de ma vie à ce sport et je vais aller chercher mes limites. Quand je fais ce deal avec moi-même et au passage avec ma femme, parce que ça a quand même des conséquences. Ça, je suis d'accord. C'est vraiment quand tu arrives où tu as construit ta famille, ça se fait pas tout seul. Ouais. Bien sûr. Et je lui en suis très reconnaissant de m'avoir accompagné là-dedans, plus que mais soutenu. Quand je fais ce choix-là, il y a de ça. C'est-à-dire que je vais chercher une réponse à cette question. Aujourd'hui, je ne l'ai pas, parce que tu peux pas dire parce que je suis champion de France Master ou parce que j'ai fait 15e à l'étape du Tour. Ah oui, si j'avais commencé à 15 ans, je serais passé pro. Mais j'ai des éléments qui font qu'aujourd'hui... Tu aurais pu prétendre. En tout cas, je me dis oui ou non, que j'aurais pas été ridicule, sans doute. Ouais. J'en sais rien. Mais je pense que j'aurais fait... Si j'avais fait cet investissement que font beaucoup de jeunes dès l'âge de 15 ans, je pense que j'aurais pu prétendre à au moins un parcours en élite non ridicule, et peut-être plus. Nul ne le saura, mais je suis content d'avoir obtenu ces résultats parce que voilà, je pense que j'avais besoin de ça. J'avais 34 ans, je me disais, c'est maintenant ou jamais d'accrocher des résultats à mon tableau de chasse, entre guillemets. Après, ce sera trop tard. Et je suis content de l'avoir fait. Et voilà. En tout cas, c'est une belle transition, mais avant, ce qui veut dire que comme tu es très data, tu compares les fameux 5%, ce qui veut dire que quand tu fais 15e à l'étape du Tour, quand passent les pros, tu vas regarder le temps également. Bien sûr. Et là, tu te dis, mais c'est un autre monde. Alors, le truc, c'est que quand passent les pros, on regarde le premier, en fait, parce qu'on regarde le temps de référence et le temps du vainqueur. Donc, il faut regarder aussi le 150e. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois que le vainqueur pro, les ordres de grandeur que j'ai en tête, c'est que le vainqueur pro, il met 20 minutes au vainqueur amateur, un truc comme ça. Donc, Pidcock à l'Alpe d'Huez. Et puis le vainqueur amateur c'est pas... Et le vainqueur amateur, c'est jamais un pimpin. Le vainqueur amateur, moi, il me met en général, alors que je suis 15e, il va mettre 15 minutes, un truc comme ça. Donc 15 minutes, mais c'est un gouffre. C'est un gouffre. Alors il y en a qui vont dire, mais c'est rien, 15 minutes, mais 15 minutes, c'est un gouffre. C'est-à-dire que pour passer de 20 à 15, il faut un an de travail. Donc pour passer de 15 à 0, c'est-à-dire jouer la gagne. Bon, en tout cas, je pense que c'est pas possible à mon niveau à 38 ans. C'est machin. physiologique alors. Ouais, y a un mais moment, moi, je te rejoins. Je te rejoins. Je pense que tu peux dire tout ce que tu veux sur les professionnels, mais
ils ont quand même un truc en plus. Bien sûr, mais c'est normal. Ouais. C'est normal. Et moi, je tomberai jamais dans le côté ils sont sur le dopage, Non, sur non, la vérité de la non, performance. non. Parce À la que base, je suis pas naïf. On sait tous qu'il y a eu des problèmes et que peut-être il y en a encore. Mais c'est normal que ceux qu'on voit à la télé soient les meilleurs du monde. Ouais. De quoi on parle ? C'est un échantillon de 200 personnes sur une population de millions de pratiquants dans le monde, et on s'étonne qu'ils vont plus vite que nous. Bien sûr, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Donc, comme tu as les meilleurs dans tous les domaines. Exactement. Donc, moi, je me dis, c'est normal qu'ils aillent plus vite que nous, et j'ai envie de dire encore heureux, parce que sinon, quand même, ça poserait des questions. Je te rejoins sur ça. Mais quand tu nous expliques un petit peu comment tu as construit... alors ta carrière professionnelle, ce que tu fais, quand tu nous parles de ta passion pour le vélo et comment tu as mis toutes les chances de ton côté pour juste te faire plaisir et voir où étaient tes limites, et que peut-être, si tu revenais un petit peu en arrière avec tes datas, tu peux te dire est-ce que c'est ce qui a été, parce que tu parlais de jeunes également, quand tu as dit de mémoire, quand on voit les jeunes comme aujourd'hui structurent leur carrière, est-ce que c'est ça qui t'a amené à te dire, moi j'ai pas pu, est-ce que je pourrais accompagner ces jeunes à peut-être passer professionnel ou leur permettre d'avoir une structure? Est-ce que c'est cette réflexion-là qui t'a amené à te dire je vais me rapprocher du club de Corba et puis je vais essayer d'en faire quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu es arrivé à cette prise de décision? Et tu as utilisé les mots suivants: j'avais l'ambition de voir si j'étais capable de dupliquer la gestion professionnelle que j'ai de ma boîte dans une structure sportive. Est-ce que c'était aussi de dire moi j'ai pas pu passer pro, je vais donner la chance aux jeunes et les accompagner? Ouais, clairement. Je pense que ça a joué énormément. Et d'ailleurs, ce que j'amène en termes de vision dans le projet du club, notamment sur les sujets d'éducation et de formation, et avec le staff qui m'aide à le mettre en œuvre, ça vient de là aussi. De toute évidence, j'ai un rapport à la question de l'éducation et de la formation qui est un rapport profond, parce que j'ai entrepris dans l'éducation, parce que j'ai fait des études assez longues, même si elles ne sont pas très longues, mais j'ai quand même fait des études. Je viens d'un milieu social très modeste. J'ai été en ZEP toute ma scolarité. J'étais boursier quand j'étais en collège et en lycée. Donc l'école, évidemment, mes parents aussi, mais l'école m'a construit. Donc pourquoi je crée une boîte dans l'éducation à 23 ans? Parce que j'ai un sentiment de dette aussi vis-à-vis de l'école, et que je me dis, quitte à entreprendre, plutôt que de faire des bouteilles en plastique ou des mugs, je vais essayer de faire des manuels scolaires. Voilà. Donc, ça a marché, ça a très bien marché, mais parle-nous de Corba. Pourquoi Corba? Alors, c'était quand? Pourquoi Corba? Alors Corba, l'histoire est très drôle. En fait, l'origine, c'est un des dirigeants de l'époque, qui est toujours là aujourd'hui, qui est à mes côtés, vice-président, Julien Chave, qui travaille chez Matériel Vélo, qui a à peu près mon âge. Et Julien Chave, à l'époque, c'est lui qui impulse depuis quelques années une dynamique sportive au sein du club, parce que le club de Corba a 40 ans d'existence. Mais il a le club de Corba il y a quelques années, c'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, voilà, il a une longue histoire de cyclotourisme, entre guillemets. Et puis, l'histoire compétition, elle a démarré il y a une dizaine d'années à peu près. Et donc, Julien Chave, qui, dans ce club qui à l'époque doit être en N3, fait le rôle un peu de détecteur. Et il me voit gagner un chrono, la montée chronométrée de Iseron. Oui, bien sûr. Que j'avais monté d'ailleurs sur mon vélo de chrono. J'avais beaucoup hésité sur le choix du vélo, et j'avais finalement opté pour le vélo de chrono. Et je gagne devant Joris Chaussinan, qui vient de signer un contrat pro chez... J'ai un trou. Je ne sais plus si c'est Arkea ou... et qui était au club à l'époque, et qui était déjà performant. Et donc, quand il me voit arriver devant Joris, il prend son téléphone et il m'appelle. Et il me dit, puisque j'étais en maillot noir à l'époque. Il me dit, tu sors d'où, qui t'es, machin. Et puis à l'époque, comme c'est un club de N3, on va dire comme il y en a plein, le fait que j'avais déjà, je sais pas, 32 ans ou un truc comme ça l'embête pas. Et il me contacte, non, t'as pas envie de courir avec nous dans l'ADN? Et là, je lui dis, oulala, je suis chef d'entreprise, machin, bidule, compliqué, j'ai pas envie de m'engager, de décevoir, blablabla. Je lui dis, mais en revanche, ça m'intéresse de vous connaître un peu plus, machin. Et donc, je commence à côtoyer le club, à aller en stage avec eux dans les Alpes. Je me rends compte qu'il y a une culture, une ambiance extrêmement saine et qui me plaît. T'avais déjà l'idée à ce moment-là? J'avais l'idée de faire quelque chose dans le vélo. Parce qu'en fait, ça faisait déjà 10 ans que je développais le e-scolaire.
Et je savais que moi, j'ai jamais été dans le délire de me dire je crée une boîte, c'est la boîte de ma vie, je vais faire ça 40 ans et machin, etc. Moi, j'ai besoin, j'ai un truc aussi au fond de moi, j'ai envie, j'espère que j'y arriverai, j'ai envie de vivre plusieurs vies. Donc dans plusieurs domaines différents, avec des gens différents. Et donc, ça fait déjà 10 ans que je développais le livre scolaire, je savais que je ne ferais pas 10 ans de plus. Et donc, je commençais déjà à penser à la suite. Et de toute évidence, c'était déjà des années où j'étais à fond dans le vélo. Et je me disais, peut-être dans le vélo. Et dans le vélo, ça aurait pu être autre chose. Mais l'idée de la gestion d'une structure sportive était dans la liste. Et donc, quand je commence à côtoyer ce club, je me dis, putain, c'est pas mal, ils sont sympas, il y a une culture qui est bonne, etc. Il y a de la performance. Je commence à les sponsoriser. Mais de façon, on va dire, secondaire. Ils avaient un sponsor principal. Et puis, 1 an après, le sponsor principal s'en va. Et donc Julien revient me voir avec Richard qui est le 2e vice-président du club et qui est toujours là, qui était président à l'époque, et elle me voit, ils me disent Raphaël, le sponsor principal arrête, ça fait déjà 5 ans qu'il est avec nous, il arrête. Donc on est un peu à un carrefour, soit tout peut s'arrêter, soit on trouve quelqu'un qui prend le relais et on continue. Et donc là, moi je l'ai vu, comme une opportunité. Parce que je me suis dit, j'ai toujours pensé que développer des projets, c'est d'abord avec les bonnes personnes. Bien sûr, les bonnes idées, machin, mais le plus important, c'est avec les bonnes personnes. Et j'avais beaucoup d'affinités avec Julien et Richard. J'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent aussi. Et donc, entre moi qui étais déjà en train de vendre ma boîte, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais entre 2020 et 2023, j'ai cédé la boîte. Donc j'étais déjà là-dedans, j'étais en train de me mettre à fond dans ma pratique à moi, et puis eux qui arrivent et qui me disent le club a besoin entre guillemets d'un sauveur pour continuer. Les planètes s'alignent. Je me suis dit les planètes s'alignent, et donc je leur ai dit ok, voilà ce que je vous propose, ça vous plaît, ça vous plaît pas, si ça vous plaît pas c'est pas grave, on fait pas, si ça vous plaît on y va. Et ils sont repartis, ils m'ont débriefé ensuite, ils sont repartis en disant le mec est complètement fou, et ils sont revenus ensuite en disant en fait, parce que ce que je leur ai dit, c'est que moi, mon ambition, c'était de prendre ce club et d'en faire un des meilleurs clubs de France, et que ce travail soit le préalable à la création un jour d'une équipe professionnelle. Ils sont repartis en disant le mec est complètement taré. Et, oui, parce que ce sont des personnes qui sont dans le cyclisme traditionnel depuis des années. Bien sûr. Voilà. Et déjà pour eux, les N1, c'était un panthéon d'équipes inaccessibles, machin, etc. Et c'est normal. Corba n'a pas cette histoire qu'ont les grands clubs de la région. Du CR4C à Roanne, par exemple, ou même de Vaux-en-Velin, même s'ils sont bien... Et puis, même aujourd'hui, quand tu regardes qui est en N1, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont une histoire aussi récente avec le haut niveau. Ensuite ils me font rencontrer le comité directeur du club qui, on va être honnête, au début était un peu méfiant en disant mais qui c'est ce mec qui il veut prendre la mainmise sur le club, peut-être. Il veut prendre la mainmise sur le club, et puis moi j'arrivais aussi en leur disant que j'allais mettre de l'argent dans le club pour se donner les moyens de ses ambitions, donc évidemment ça fait toujours un peu oulala mais qui c'est qui arrive avec son chéquier, ses idées, en France, attention, attention. Et finalement j'ai réussi à les convaincre. Et donc on a avancé, j'ai fait 1 an en tant que sponsor, et puis ensuite j'ai pris la présidence du club, parce qu'en fait, pour plein de raisons, mais on s'est rendu compte que j'avais amené beaucoup de partenaires, j'ai mis mon argent, mais j'ai mis aussi, j'ai fait venir des partenaires, que j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé chercher une 30aine de partenaires, la métropole de Lyon, mais aussi des entreprises. D'ailleurs, notre particularité, entre autres, c'est qu'on est financé à 80% par des entreprises et pas par des collectivités. Et donc, à un moment, on s'est rendu compte tous que vis-à-vis de ces partenaires, il fallait que ce soit moi le président. Ouais. Parce que sinon, il y avait potentiellement un sujet, pas de confiance, mais il y avait quand même un sujet. Parce que c'est très clairement, si on s'arrête là, ce que tu as réussi à faire, c'est à faire passer un message et une vision. Oui. Pour arriver juste là, on ne va pas parler de là où on en est aujourd'hui, mais juste à l'étape où tu en es dans ce que tu décris, c'est que là, tu as réussi à faire passer des messages et les gens t'ont fait confiance dans le fait de dire... Alors, peut-être qu'ils se sont dit au début, mais le mec est malade. Mais en tout cas, d'après ce qu'il décrit, d'après son expérience professionnelle, c'est possible. Ouais. C'est que là, tu as réussi à faire passer des messages et que les gens te disent « Ok, ouais. Alors certes, dans le vélo, il est peut-être nouveau, mais quand on voit ce qu'il a fait à côté, ça a marché. Donc, on lui fait confiance et peut-être qu'on va
ça va être un game changer en fait. Ouais, et puis ensuite, ce qu'ils ont vu aussi, et c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'il y a l'intention et puis ensuite il y a l'exécution. Et c'est-à-dire qu'ils m'ont vu avec eux au travail très rapidement pour transformer une idée en réalité. Et par exemple, en faisant venir tous ces partenaires, en recrutant un des meilleurs directeurs sportifs amateurs de France, Denis Repérant. Un très beau parcours. Très beau parcours. Qui est un mec que j'adore. En renouvelant tout le parc de véhicules, en faisant venir des coureurs, en changeant la charte graphique du club, tout ça en quelques mois. Et puis 12 mois après tout ça, gagner la Coupe de France de National 2. Et avec tous les aléas sportifs que ça représente, il y avait un côté... l'histoire se déroulait sous nos yeux, quoi. Alors quand tu me dis ça, c'est vrai que moi j'ai suivi Denis Repérant, il a fait un super travail quand il était au SCO Dijon également. Bien sûr. Moi je le suis de loin parce que forcément son nom revient quand tu suis le cyclisme amateur. Bien sûr. Ce gars-là finira probablement chez les professionnels et j'espère qu'un jour ça sera avec vous justement. Mais c'est vrai que voilà, le mec c'est bien encadré, mais j'ai toujours la tendance de dire on est en France, attention à la réussite. Comment ça s'est passé avec les autres clubs, ne serait-ce que de la région? Écoute, j'ai envie de dire... je ne vais pas les citer, mais il y a... j'ai envie de dire bien dans le sens où moi, en fait, je trace ma route. Je trace ma route, c'est-à-dire que oui, je sais que le fait de voir arriver parce que vous avez un président de club qui n'a pas 40 ans... éteint d'autres clubs. Parce que les coureurs... non, je pense pas que ce soit nous qui ont éteint d'autres clubs. Je pense que si tu fais allusion à Vaux-en-Velin... Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mais je pense aux coureurs. Le coureur aujourd'hui de la région qui est jeune, il a envie de courir à Corba, quoi. Bah c'est super, tu te rends compte? Ce que tu me dis, c'est une fierté de dingue. Et je le constate, parce qu'en fait, notre école de vélo, elle déborde. Il y a de plus en plus de gamins, il y a de plus en plus d'adhérents chaque année. Ont envie de courir à Corba. Pourquoi? Parce que ça, la com, elle est nickel. Enfin, on voit qu'il y a un enthousiasme derrière. Ouais. On voit que c'est nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi, j'en discute parce que je suis très proche d'un président de club dans la région et qui voit tous ces coureurs de qualité et partir. Et pourquoi? Parce que c'est plus excitant d'aller courir sous les couleurs de Corba, en fait. Il y a un vrai effet il y a un effet de nouveauté et d'envie de la part des jeunes de courir sous les couleurs. Ouais. Tu vois, l'effet de nouveauté. Moi, j'ai envie d'y aller, tu vois. Et après, si vous réussissez bien, ce que vous faites très bien, à les capter, et après, s'il y a une structure autour, voilà. Écoute, c'est... Pour le moment, le travail porte ses fruits. Ça marche. Après, le moment, ça marche. Pour répondre à ta question, en tout cas, la relation avec les autres clubs, je pense qu'elle est bien. Après, le fait est, comme je disais, que moi j'ai tracé ma route et je continue de la tracer. C'est comme dans le business. C'est-à-dire que moi, mes concurrents avec le livre scolaire, pendant des années, je les côtoyais pas en fait. Moi, je faisais ce que j'avais à faire. Évidemment, ils étaient pas contents de me voir arriver. Évidemment, un petit jeune. Évidemment, un mec qui veut innover, qui veut prendre des parts de marché. Évidemment, ils aiment pas. Tu déranges vraiment. Oui, mais en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je fais pas ça pour ça. Alors, pourquoi tu fais ça? On va continuer la discussion. C'est quoi la suite? Alors, moi, ce que j'ai vu dans l'équipe, je crois que c'est cet été, c'est qu'il y avait un projet d'équipe professionnelle. On va pas creuser parce que c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir ton parcours. Mais donc, quand tu as proposé cette vision il y a quelques années au club de Corba, est-ce qu'il y avait déjà ce que l'équipe a décrit cet été comme un projet hyper innovant avec une équipe professionnelle? Est-ce que ça, tu l'avais déjà écrit? Ou est-ce que ça s'est écrit au fur et à mesure des rencontres, le fait de te dire, mais en fait, c'est possible, on peut aller plus loin, on peut changer de modèle? Alors moi, depuis le début, si je reprends un club, c'est en me disant que c'est... le haut niveau. Oui, c'est du haut niveau, et puis c'est, comme j'ai dit, un préalable à un jour un projet professionnel. Depuis le début, j'ai jamais caché, à vrai dire, et je pense que ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça a participé aussi, pour boucler sur le point d'avant, sur le côté tu déranges, parce que le mec débarque de nulle part, il reprend un club de nulle part, et il dit qu'il veut créer une équipe pro, enfin, pour qui il se prend, quoi. Donc, mais en même temps, moi je crois assez dans le fait que quand tu as une idée, une vision... et que tu l'affirmes, en fait, il y a le côté prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'en fait, ensuite, les gens, ils ont compris où tu veux aller, ils y croient pas, peu importe, ils ont compris où tu veux aller. Et ensuite, ceux qui veulent te suivent. Toi, tu fédères autour. Et puis, comme par hasard, souvent, pas tout le temps, j'espère qu'on va y arriver, mais souvent, ce genre de choses se transforme en prophétie autoréalisatrice. Donc, moi, je ne l'ai jamais caché.
mais pas en mode prétentieux, juste en mode bah voilà, c'est mon projet, c'est pour ça que je suis là en fait. Donc, et puis c'est quoi créer une équipe de vélo? Une équipe de vélo, c'est une PME de 50, 100, 150 salariés selon la taille et le budget. Bon, à l'œil scolaire, 100 salariés. Et puis je suis pas le seul, j'ai des PME de 100 salariés, il y en a plein. Donc le vélo, c'est un monde parmi d'autres, mais il faut pas non plus se dire que c'est un truc complètement insurmontable, même si aujourd'hui je vois bien que, évidemment, il y a des difficultés comme dans tous les métiers. Bien sûr, exactement. Mais il y a une attente aussi, je pense, des coureurs, des marques, d'avoir un modèle qui évolue, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi je regarde beaucoup ce que font les franchises américaines notamment, où il y a un nom de club et en fait c'est pas le partenaire en fait qui change tous les ans, tu vois, ou tous les 2 ans. Un jour ça va être Tartampion, voilà, l'autre ça va être Jean-Michel. Enfin, les noms d'équipes changent aujourd'hui dans le monde professionnel très souvent. Les coureurs vont changer de maillot. Il n'y a pas que les noms, les couleurs. Les couleurs, voilà. Et je me dis que ce système de franchise américaine, ça donne une valeur au maillot. En fait, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a Pinot qui avait tenté et qui a échoué dans ce domaine-là, mais je trouvais ce qu'il faisait. Alors moi, je connais pas le personnage, je le connais pas. Moi non plus. Mais par contre, je m'étais dit, c'est cool, c'est bien. Avec les Men in Glass. Ouais. Moi, j'avais apprécié. L'intention était bonne, mais à mes yeux, l'exécution n'est pas allée au bout. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir les Men in Glass, mais quand tu t'appelles BNB, tu t'appelles BNB. Exactement. Donc en fait, c'est comme le Wolfpack, etc. En fait, l'intention, elle est là, mais on voit bien que le rapport de force entre le sponsor unique ou les 2 sponsors Neymar et le sportif, le rapport de force est terriblement défavorable aux sportifs. C'est un bras de fer où on t'écrase la main, en fait. Et le directeur d'équipe ou le team manager, tous les 2 ans ou tous les 4 ans, il doit aller chercher un autre partenaire. Voilà. Et il met en péril l'équipe. Et je trouve que ce modèle-là doit être changé. Écoute, moi, on a cette conviction en commun. Moi, ça me fait énormément de mal de voir comment notre sport, qui est notre sport de cœur, qui est un des principaux sports mondiaux, le Tour de France, c'est la 3e audience télévisuelle derrière la Coupe du Monde de foot et les JO. Je veux dire, c'est pas le curling, quoi, avec tout le respect que j'ai pour le curling. Le vélo, c'est un top sport mondial. Comment ça se fait que ce sport, qui est un des grands sports mondiaux, ait un modèle économique, un traitement économique aussi défavorable? Bon, moi j'ai mes idées sur comment tout ça s'explique, d'où ça vient, etc. Je pense que c'est un sport qui n'a pas été adressé encore par des gens qui viennent avec une vision entrepreneuriale, capitalistique, de développement, non pas opportuniste, mais avec une vision ambitieuse pour ce sport qui va au-delà du simple fait de vivre par le vélo. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le vélo, il y a beaucoup de gens qui veulent juste vivre du vélo. Oui, non, mais et en fait, vivre du vélo, c'est pas une ambition pour notre sport. Notre sport, si on veut qu'il sorte de ce rapport de ce bras de fer écrasant et qu'il vive, qu'il ait plus de poids, qu'il ait plus d'indépendance, qu'il ait plus de pérennité économique, qu'il ait plus de visibilité, les réseaux sociaux. J'ai fait ma petite étude rapide. Une World Tour, c'est 500 000 followers en moyenne sur Instagram. Une équipe de Ligue des Champions, tu sais c'est combien ? Des millions. 70 millions. Ouais, voilà. Donc tu as un rapport de 1 à 140 entre une équipe de vélo qui fait le Tour de France et une équipe de foot qui fait la Ligue des Champions. Donc moi je veux bien que le foot soit au-dessus. Il n'y a pas de débat. Évidemment que le foot sera au-dessus, toujours, mais pas de 1 à 140. Le vélo n'est pas 140 fois moins important ou moins visible ou moins médiatique que le foot, c'est pas vrai. Donc il y a un problème d'activation sur les réseaux. Et en fait tout ça, ça vient, pour moi, d'un modèle qui n'a absolument pas été challengé depuis plus de 40 ans, ce modèle du sponsor unique, et qui fait que tout un écosystème tient en équilibre en se disant... Oui, c'est ça. Ceux qui veulent vivre du vélo, donc ils sont contents, ils disent rien. Les marques, elles ont tordu le bras au sport, donc forcément, elles sont les rois du pétrole, elles ont tout intérêt à ce que ça continue. Les agences de marketing, de com, elles ont intérêt à ce que ça continue, parce que signer un deal à 20 millions, c'est hyper rémunérateur, plutôt qu'autre chose. Donc tout le monde a intérêt à ce que, ou plus ou moins, que ça ne bouge pas. ASO, personne n'ose rien dire. C'est très compliqué. C'est tellement compliqué quand tu as des grandes équipes, qu'elles soient françaises ou étrangères, et quand elles ont un multi-sponsor. C'est-à-dire quand sur le maillot, elles ont 3 sponsors, 2 ou 3 sponsors principaux. Pour l'avoir vu dans les coulisses, les discussions sur la couleur du maillot. Ouais. Ah oui, non, mais nous, notre couleur, c'est vert. Oui, mais nous, c'est bleu.
Ah, mais non, mais moi, c'est rouge. Donc, déjà, rien que là, c'est compliqué de sortir un maillot pour faire plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas fluide. Mais je te rejoins parfaitement sur le fait qu'il faut apporter un nouveau modèle. Et en tout cas, je souhaite la réussite sur ce projet-là. Que moi, je suis, je suis et je trouve, et je pense que tu sauras trouver et t'entourer des bonnes personnes pour t'accompagner parce que les coureurs en ont envie, je pense. C'est les retours que j'ai. Les coureurs ont envie, les staffs ont envie, et certaines marques ont envie. Ouais. Pas toutes, mais certaines marques ont envie. Clairement, il y a une forme de lassitude généralisée sur la façon dont fonctionne le vélo. Et c'est pas pour rien qu'on voit des coureurs partir en burn-out ou arrêter leur carrière à 25 ans. Des climats sociaux dans des équipes qui sont délétères. Le modèle est à bout de souffle. Et quand on voit que en face les pétrodollars ou les fonds souverains mettent énormément d'argent, en fait le modèle actuel pour des FDJ, pour des Groupama, des machins, comment tu veux faire la concurrence à coût de 60 millions d'euros qui sont mis en face, il y a un moment tout le monde va s'aligner sur la nécessité de trouver un nouveau modèle pour continuer d'avancer. Donc je suis assez convaincu qu'il y a un momentum en ce moment, qu'il y a un début de frémissement qui me dit que ce sport va connaître de grands bouleversements dans les 10 années qui viennent. C'est un pari que je fais et donc je veux être acteur de ça. C'est pour ça que je porte ce projet aujourd'hui et j'espère qu'il va aboutir. On y travaille. Bon, la suite dans le prochain épisode. On se reverra dans 2 ans et on pourra mesurer l'évolution. Avec plaisir. Et quand tu parles d'avenir du sport, je sais qu'aussi avec le club de Corba, vous êtes très présent sur le e-cycling. Ouais. Quel est ton regard ? Est-ce que tu pratiques déjà ? Est-ce que tu es sur Zwift ou d'autres plateformes peut-être ? Plus Zwift. Ouais, Zwift. Bon, on est d'accord, c'est le leader de toute façon. Ouais. Mais quel est ton regard sur ce sport, cette discipline ? Est-ce que pour toi, c'est un effet de mode ? Est-ce que c'est je ne vais pas dire le futur du vélo, parce qu'on ira toujours rouler en extérieur, mais est-ce que la proportion va être de plus en plus importante ? Ça fait partie du futur du vélo. Moi, c'est ma conviction, c'est que ça fait partie du futur du vélo. Donc ça va se structurer ? C'est déjà en train de se structurer et ça va continuer de se structurer. Ça va même se professionnaliser au niveau de la pratique compétition en tout cas. Ça fait partie du futur du vélo où jusqu'à présent tu avais le cyclocross, le VTT, la route, la piste. Maintenant tu as le e-cycling. Avec des titres. Avec des titres des championnats du monde UCI, avec des compétiteurs et puis certains même qui arrivent à passer pro. À démarrer sur Zwift et ensuite à arriver pro à la télé sur la route. Donc ça fait partie de l'avenir de ce sport, j'en suis convaincu. Ça n'a pas été finalement olympiable à Los Angeles, mais c'était en lice, donc ce sera peut-être le coup d'après. Mais on voit bien que tout ça est en train Ça, c'est une des questions que je voulais te poser. Et tout ça est en train de bouger, j'en suis convaincu. Je pense qu'il y a un sujet avec ce sport qui est la façon de le mettre en scène. Parce qu'il y a un moment pour que le sport se développe, il faut qu'il soit attractif, médiatique, qu'il fasse envie, qu'il soit plaisant à regarder. Et pour l'instant, le truc qui n'a pas été hacké, c'est la façon de le filmer et de le mettre en scène. Oui. Et donc quand tu regardes une course de e-cycling, c'est chiant. Quand tu le fais toi-même, tu kiffes. Parce que franchement, c'est très sympa. C'est très immersif. C'est très immersif. Et puis, c'est génial de pouvoir faire ses cours chez soi. T'as ton fan club à côté. Puis, c'est moins long. Donc, c'est pratique. C'est pratique. T'es avec tous tes copains, toute la France, du monde entier. Enfin, je veux dire, il y a un côté vraiment très, très sympa dans cette pratique. Mais quand tu regardes, c'est chiant. Donc, il faut trouver un truc. Il faut réfléchir à la façon de produire des images autour de ce sport, et c'est ça qui va faire le déclic et qui va le faire exploser. Et tu penses, alors moi j'ai 2 questions sur ça, tu parlais de Jeux Olympiques à Los Angeles, est-ce que tu penses qu'un jour, pourquoi pas, des Olympiades uniquement du e-sport ? Parce que là on parle de vélo, mais il n'y a pas que le vélo dans le e-sport. Bien sûr. Moi je te pose la question, mon avis est que oui, il y aura des Olympiades dédiées au e-sport. Tu me rejoins sur ça ou tu penses que le e-sport va rejoindre une Olympiade ? Donc, on va dire les sports d'été vont aller sur les sports, les JO par exemple de Los Angeles, et puis les sports d'hiver, donc le e-sport, mais pour les pratiques de neige ou de glisse, iront sur les Jeux Olympiques d'hiver. Ou est-ce qu'il y a des Olympiades dédiées au e-sport qui vont être créées ? Alors là, pour le coup, moi je pense qu'il y aura des Olympiades dédiées au e-sport. Ok. Je vais dire que je suis sans avis. Est-ce que ça va se dédier ? Alors c'est possible parce qu'il y a
il y a des points communs entre toutes ces pratiques e-sport, ça touche des valeurs et un univers qui ont des points communs, donc c'est possible que ça se regroupe. Mais d'ailleurs, il y a déjà des événements e-sport en Asie, au Moyen-Orient, qui font un peu le côté transversal entre toutes les disciplines e-sport. Après, d'un autre côté, tu as aussi la nécessité du CIO de se réinventer en permanence. Donc, ça a été l'arrivée du skateboard, du machin, du truc. Bon, peut-être qu'un jour, ils vont se dire faut se mettre aussi au e-sport. Je pense qu'il y aura toujours un sujet du rapport à l'effort physique sur le gaming. Mais le vélo, là, on a le meilleur des deux mondes. Donc, voilà, à voir, à suivre. Par contre, ma conviction, c'est que non, ce n'est pas un effet de mode. C'est pour ça que j'ai engagé le club là-dessus. C'est pour ça qu'on est j'allais dire, on est le meilleur club de e-cycling de France, quoi. Vous êtes rapproché d'Hexagone, c'est ça ? Alors, c'est même plus que ça. C'est-à-dire que Hexagone, c'est l'équipe que je crée avec Romain Malbray, qui est un des grands experts Zwift français, qui est un ami depuis de nombreuses années, il y a quelques années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment où je reprenais le club, on créait l'équipe Hexagone sur Zwift. C'était juste après le Covid. Et si tu veux, au bout de quelques temps, ça m'a paru évident qu'il faille regrouper les deux pour donner une cohérence d'ensemble dans la perspective de développer, comme je te l'ai dit, le projet le plus loin possible. Donc très rapidement, on a décidé de fusionner les projets. Et d'ailleurs, c'est un moment où Romain est venu s'installer à Lyon et a rejoint le club. Et donc de mettre toutes nos sections élites. Le e-cycling en est une, puisqu'on court en international au plus haut niveau contre les Movistar. C'est marrant de voir un Movistar en e-cycling. Puis il y a d'autres équipes que ceux qui ne connaissent pas le e-cycling ne connaîtront pas, mais des Next, des équipes de Canyon, etc. Tu vois les clubs se structurer autour du e-cycling. Ouais, on voit les clubs se structurer. Et donc, section élite, les hommes, les femmes, parce qu'on a lancé une N2 féminine au club, le VTT en N3, et toutes les sections élites courent sous la bannière Hexagone, qui est en fait notre bannière depuis l'année passée, je crois, c'est ça. Depuis deux saisons déjà. Ouais, c'est ça, 2023, 2024. Ouais. Donc voilà. Et alors, ça veut dire qu'il y a des rendez-vous qui sont donnés. Est-ce qu'il y a un championnat aujourd'hui ? C'est-à-dire quelqu'un qui nous écoute, qui se dit « mais moi, j'en fais de mon côté, mais... » Si jamais un jour il y a un circuit, est-ce que j'aimerais y participer ? Ça veut dire quand tu es sur Zwift, est-ce que tu peux faire n'importe quelle course sans être en club ? Est-ce qu'il y a des courses réservées justement à ces clubs qui se sont structurés sous forme de championnat ou de Coupe du Monde Il y a eu ça pendant plusieurs saisons. Alors, moi, je t'invite à rencontrer Romain pour faire un focus Zwift, parce que c'est vraiment un des grands experts ou le grand expert français du sujet, et ce sera passionnant. Et donc, il y a eu pendant quelques années une ligue privée, en quelque sorte, qui s'est montée sur Zwift, qui s'appelle la Zwift Racing League, où tu avais de mémoire une douzaine d'équipes, à laquelle on a participé en tant qu'équipe française. Et donc, on courait contre des équipes d'autres pays. Il semblerait qu'ils aient arrêté ce système de ligue fermée pour ouvrir davantage. Et donc aujourd'hui, le plus haut niveau sur Zwift est ouvert plus ou moins à n'importe qui. Et puis ensuite, tu as des systèmes de qualification qui te permettent d'aller courir les manches les plus prestigieuses. Donc c'est ouvert. Et ce n'est plus réservé à certains clubs. Donc, mais moi, ce que je sens vu de l'extérieur, c'est que Zwift se cherche sur la façon de structurer de la compétition sur sa plateforme. Donc chaque année, ils changent les règles, chaque année, ils changent le framework, parce qu'en fait, ils se cherchent, ils tâtonnent. Donc voilà, mais de toute évidence, ils bougent. Ils sponsorisent le Tour féminin aussi, donc ils sont en mouvement. Et oui, ils ont une longueur d'avance. Ouais. Et quand tu parles d'équipe sur Zwift, est-ce que tu peux vraiment avoir une stratégie ? Bien sûr, une stratégie de course sur Zwift. Alors déjà sur Zwift, il faut que tu connaisses la plateforme pour être performant, parce qu'il faut que tu connaisses l'inertie, il faut que tu connaisses les effets, l'effet de la pente, l'effet de la descente, l'effet des virages, et puis évidemment les boosts. Donc il faut connaître la plateforme pour performer. Et moi j'ai vu des brillants élites se faire larguer sur des courses Zwift. Donc il y a vraiment un coup de pédale à prendre. Il est différent, le coup de pédale sur Zwift. Ah ouais, parce que bon, il y a une prime globalement au gros gabarit. Là, encore une fois, je suis pas favorisé. Il y a une prime au bon gabarit, on va dire. C'est-à-dire 70 kilos, du coup 1m85, machin. Enfin, il y a une prime au bon gabarit, au bon rouleur. Et puis, il y a une prime à la braquasse quand même. Donc, savoir emmener du braquet, c'est quand même... capable de développer des watts à basse. Donc ça, c'est... Très longtemps, Ouais, donc c'est assez particulier.
Et puis au cardio, parce que t'es pendu pendant toute la course. Pour le coup, ça ressemble au chrono. Ouais, c'est vrai que alors avec le confinement, le nombre de pratiquants a explosé et beaucoup ont découvert la relation au watt que les gens n'avaient pas avant, en fait, parce que pas de capteur. Et donc, beaucoup sont ressortis plus performants du confinement qu'en y entrant, parce que justement, on a découvert qu'on pouvait travailler des phases. Beaucoup ont découvert, moi j'en ai entendu plein qui m'ont dit je suis sorti avec tant de FTP alors que j'étais rentré dans le confinement avec tant de FTP. Ouais. Donc il y a une vraie progression parce que la plateforme propose une sorte de coaching ou d'entraînement. Après tu peux suivre. Et d'ailleurs, moi pendant des années, et notamment ces années de haut niveau, il y a des séances que je faisais sur Zwift. Notamment les séances de seuil. Alors j'en faisais aussi sur la route pour le coup de pédale. Oui. Mais j'en faisais sur Zwift parce que sur Zwift, tu rentres dans le logiciel 350 watts, 10 minutes, boum, et il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien. Et donc, c'est très efficace. Et alors, tu travailles terriblement ce côté résistance à la douleur. Parce que quand tu es sur la route et que tu te mets à 350 watts pendant 10 minutes, en fait, tu arrives à... Tu souffres, il n'y a pas de débat, tu souffres. À le contrôler. Mais ouais, et puis il y a tous les aléas de la route qui font le virage, le machin, le truc, ou peut-être les paysages, qui font que malgré tout, tu arrives à gérer ta douleur. Sur Zwift, tu es entre 4 murs. Non, mais c'est très Une fois que la douleur, elle est là, elle ne bouge pas. Il n'y a rien qui la fait bouger. Donc, tu t'éduques mentalement et physiquement à résister à cette douleur. C'est vraiment... C'est ce que je trouve le plus dur, c'est de faire du seuil sur Zwift, mais de le faire à la limite, quoi. Ouais, c'est vrai que Zwift est très efficace. Tu fais une bonne séance sur Zwift d'1 heure, 1 heure et demie, ça équivaut à 2 heures, 2 heures et demie, voire plus à l'extérieur, parce que tu sens que le lendemain, tu es courbaturé. Mais tu m'as posé une question sur les stratégies de course et je t'ai pas répondu. Ouais. Et tu nous verrais sur les courses en équipe. Tout le monde est sur Discord, donc écouteurs, directeur sportif, machin, les coureurs se parlent, et machin attaque, qui est devant, qui est derrière, nanana, et à 2 secondes, ok, je te rejoins, blabla. Enfin, c'est très drôle parce que tu les entends ventiler comme des... parce qu'ils sont au bout, les mecs, donc t'entends... donc c'est assez épique. Mais c'est très... Ça ressent un peu la Formule 1 où tu vois les mecs qui se parlent avec les casques et tout, c'est drôle. On est vraiment dans la gamification. Moi, j'adorerais un jour avoir le casque. Tu sais, avoir un casque virtuel, en fait, de la réalité augmentée ou réalité virtuelle, je sais pas comment tu peux l'appeler, et dans lequel tu vois, tu as les coureurs pros, par exemple, du Tour de France qui peuvent être équipés de caméras éventuellement. Et là, tu tournes à droite et à gauche et tu es dans le peloton, quoi, tu vois. Ouais. J'ai hâte, parce qu'on y arrivera de toute façon, j'ai hâte d'arriver à ça. Je crois, pour en avoir discuté avec des spécialistes, que la problématique aujourd'hui est le casque, en fait. Il y a tellement de transpiration que c'est assez compliqué au niveau du bandeau et de la tête, mais un jour, arriver à ça ou être dans vraiment de la réalité, tu vois, tu fais ta course, tu tournes la tête à droite, tu vois ton coéquipier qui est juste là. On va y venir, c'est sûr. Ça serait tellement kiffant. C'est sûr qu'on va y venir. Écoute, un grand merci pour cet échange. Merci à toi. On devait discuter 45 minutes. Mais parler de vélo, c'est toujours un grand plaisir. Et comment tu aimerais conclure cet épisode, ou quel message tu aimerais faire passer ? Quel message ? Alors je vais te laisser réfléchir, je vais occuper un peu le... en tout cas, on a vu avec ce parcours, moi je suis très content d'avoir discuté avec toi. C'était à la hauteur de mes espérances sur quelle vision tu avais, donc c'était hyper intéressant de comprendre déjà ton parcours de sportif, ton parcours professionnel, personnel, aussi de voir... ta vision à travers le sport, et on sent vraiment que tu as envie d'impacter, mais de manière pas juste rentrer dans ce qui se fait déjà et puis te contenter de ce qui se fait déjà, mais vraiment de dire voilà, là il y a un souci. Moi je viens de l'extérieur, j'ai jamais été dans le sport avant, dans le cyclisme avant, je constate que c'est comme ça, j'aimerais modifier, impacter, voilà, pas modifier mais impacter le fonctionnement, et j'y crois, et voilà, c'est tout ça, je trouve ça génial. Donc on va suivre le Next Step, le club de Corbag, comment il évolue. Et je te redonne la parole pour conclure cet épisode. Écoute, mon mot de conclusion, il s'adresse à tous les pratiquants de vélo. On a un sport qui est fantastique, et j'ai l'intime conviction que tous les gens qui pratiquent ce sport ont des qualités mentales, des qualités, des valeurs qui sont propres à ce sport et à sa pratique. Et moi, je vois beaucoup dans le club et autour de moi des jeunes ou des moins jeunes qui
qui pensent qu'ils ne savent être bons que sur le vélo, parce qu'ils sont bons sur le vélo, et qu'ils sont plus timorés ailleurs, ils sont timides, ils manquent de confiance en eux. Et moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui pratiquent le vélo, et notamment à ceux qui en font une pratique de compétition, que s'ils sont là, c'est qu'ils ont en eux des qualités mentales, des valeurs, une capacité à résister à l'effort, de travailler, d'être méthodique, qui est au-dessus de la moyenne. Et c'est pour ça que tous les jeunes que je rencontre et qui font du vélo à haut niveau, je les encourage et je les pousse à avancer, bien sûr dans le vélo, mais dans la vie aussi en général. Parce que, encore une fois, quand on arrive à ce niveau, quand on arrive à pratiquer ce sport à cette dose, quand on arrive à aller s'entraîner sous la pluie, quand personne n'a envie d'y aller, quand on arrive à se faire mal à ces séances qu'on a évoquées, quand on arrive à faire tous les sacrifices de nutrition, de machin, c'est un sport terriblement exigeant, c'est que on a un truc en plus. On a un truc en plus. Et donc ce truc en plus, si je transfère, c'est de se dire ce truc en plus, on utilise-le. Peut l'appliquer, tu peux l'utiliser dans la vie, tu peux l'utiliser dans la vie perso, tu peux l'utiliser dans tes études, tu peux l'utiliser au boulot. Moi, je suis convaincu que les cyclistes sont des atouts, pourraient être des atouts inestimables dans plein d'entreprises, dans plein d'équipes, dans plein de projets, parce qu'ils ont ces qualités-là qui sont inestimables. C'est quelque part, fais-toi confiance en fait. Ouais. Voilà, fais-toi confiance. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Un grand merci. Merci cet à échange. Toi. Merci à toi. Et puis on se retrouve dans 2-3 ans et puis on comparera l'évolution. Avec plaisir. La discussion d'aujourd'hui, tu vois, sur il y a 3 ans on avait dit Bien ça, sûr. voilà ce qui s'est passé. Ouais. Et avec ça, grand plaisir. On le saura. Quoi qu'il arrive. Avec grand merci. À bientôt.